En fait, on a beaucoup de choses à vous dire et à discuter, donc je pense qu'on va pas trop attendre. Et puis, je pense qu'on va présenter tout le monde et ça les fera venir les prochaines personnes. Donc déjà, merci à tous d'être venus. Je pense que donc si vous êtes là, c'est que ce sujet cybersécurité vous intéresse. L'objectif vraiment de cette table ronde, donc tout le monde va se présenter, hein, c'est de pouvoir justement échanger tous ensemble sur les problématiques notamment autour de la transformation numérique des entreprises, hein. On en parlera un peu plus précisément, mais voilà, de plus en plus l'entreprise et même les industriels se transforment. Et maintenant, voilà, c'est comment nous, experts ou non experts de la cybersécurité industrielle, on adapte tout ça pour pouvoir justement accompagner le métier, mais tout en maîtrisant les risques. Je vais laisser les différents membres de cette table ronde se présenter. Frédéric. Donc bonjour à tous, Frédéric Miro, je suis en charge de la cybersécurité. Voilà. En charge de la cybersécurité OT au sein du groupe Suez, et je suis co-animateur du groupe GT au sein du CLUSIF qui s'occupe de la cybersécurité OT. Bonjour, si je m'avance, c'est mieux. Je suis Nicolas Depélouan, je suis RSSI au sein de la STEAM, c'est la DSI du groupement des Mousquetaires, donc Intermarché, Bricorama et autres. Je n'y suis pas depuis très longtemps, mais précédemment, j'ai été en charge d'une ligne de service cybersécurité industrielle chez un offreur, et précédemment également, j'ai passé une vingtaine d'années chez Veolia, dont une bonne douzaine d'années dans la cybersécurité industrielle. Aurora Gauzin, je suis le responsable sécurité opérationnelle du groupe IDEMIA, donc ça comprend aussi bien la partie IT que la partie usine. Précédemment, j'ai rejoint IDEMIA il y a à peu près 10 mois et j'étais auparavant au sein de RSSI Group de Framatome. Et bien sûr, ces problématiques industrielles étaient très présentes aussi à l'époque et encore maintenant. Puis je vais me présenter aussi moi-même, donc votre modérateur, et je suis aussi RSSI d'EDF Hydro, donc l'hydraulique chez EDF, et aussi membre avec Nicolas, membre du Lab OT, du Cézanne. Alors je fais une petite pub aussi, donc comme vous voyez ici, on a fait une petite présentation, mais le Cézanne sort régulièrement et on a sorti notre dernier livret pour aujourd'hui pour les assises, des livrets en fait sur un peu de guide d'accompagnement et des lexiques de cybersécurité industrielle pour les RSSI, pour les experts, les gens qui veulent justement travailler ou qui doivent faire des analyses de risque sur la partie industrielle. Donc ces guides sont gratuits, en plus ils sont très bien dessinés parce qu'on a Fix qui a fait des beaux dessins, des comics, il y a beaucoup d'informations intéressantes et ils sont disponibles gratuitement sur le stand du Cézanne. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a des palettes de guides, donc ça arrangera même les gens du Cézanne, ça sera plus léger pour repartir. Et j'ajouterais qu'ils sont marrants, parce que c'était le parti pris quand on a décidé de les écrire. Donc un glossaire marrant à lire, je vous mets au défi d'en trouver d'autres. Et le CLUSIF, je sais aussi que vous faites aussi des publications. Et en effet, est-ce qu'on va faire la petite pub aussi oui, CLUSIF quand même. Donc CLUSIF, je ne présente pas le CLUSIF, vous connaissez forcément. Et donc il y a différents GT, donc je m'occupe du GT au niveau pour la cybersécurité OT, et donc en l'occurrence on a publié il y a quelques mois un guide qui retranscrit les différents enjeux que l'on a autour de la cybersécurité OT, et donc à travers des questions simples on explique pourquoi il faut faire une carto, combien ça coûte, par où il faut commencer, mais l'idée c'est pas de mettre un nouveau référentiel disponible auprès des experts, mais bien d'expliquer quels sont les enjeux de la cybersécurité OT à travers des exemples. Alors on va commencer notre discussion. Déjà le premier sujet c'est la transformation numérique, et une question que j'aurais déjà à poser à mon panel d'experts. C'est l'état des lieux aujourd'hui du SI chez les industriels, et on voit quand même une transformation numérique qui apparaît de plus en plus. Est-ce que pourquoi l'immigration arrive maintenant? Quels sont les nouveaux sujets que vous voyez émerger en termes de transformation numérique chez les industriels?
Je commence. Vas-y, commence. Allez, alors il est vrai que tout au début, on était dans un milieu quand même l'OT bien séparé de l'IT. Enfin ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis, en fin de compte, on s'est aperçu que les procédés industriels devaient être digitalisés pour optimiser, par exemple, les process. Clairement, aujourd'hui, bon, si on prend ma partie Suez avec le traitement des eaux, il est préférable, par exemple, d'optimiser les bassins d'orage, donc savoir avoir une liaison avec la météo et savoir s'il y a des orages qui arrivent. Et donc, forcément, il y a des interactions, donc de la digitalisation à prévoir. Et puis, en fin de compte, aujourd'hui, on a aussi un gros souci au niveau de l'énergie. Et typiquement, est-ce qu'il est préférable de produire de l'énergie en turbinant ou chauffer des habitations? Donc là, on a aussi un problème de digitalisation qu'il faut mettre en place. Et donc, de la remontée, de l'arbitrage à réaliser. Nicolas? J'ajouterais qu'effectivement, on a besoin d'aller chercher des données à l'extérieur. Je pense que l'exemple de la météo est un très commun qu'on a, puisque Veolia, Suez, évidemment, on a vu des procédés très, très proches, voire identiques. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on a une valeur, un gisement de valeur considérable dans les systèmes industriels. Et il est évident que le métier ne peut pas se désintéresser de ça. Le métier va chercher ces données, demande à récupérer ces données. La première conséquence qu'on subit tous, c'est que l'idée qu'un système industriel peut être siloté, peut être isolé du reste du monde, cette idée, elle a complètement vécu. On ne peut plus imaginer qu'on va garder ces systèmes durablement isolés. Ça n'a plus aucun sens. Enfin, si on essaye de le faire, le métier va juste nous dire qu'on tue l'innovation. Tu crois plus au modèle Purdue? C'est le fameux modèle Purdue qu'on voyait avant, il ne s'applique plus, c'est ça? Ouais. Tout à fait. C'est un peu plus compliqué. Bon, effectivement, alors, ce qu'on voit, en tout cas ce que j'ai perçu moi parmi les drivers métiers, il y a deux points principaux. C'est premièrement, comment est-ce que je fais de la maintenance prédictive, c'est-à-dire que comment est-ce que je peux utiliser ces données qui ont de la valeur pour justement prédire quand est-ce qu'il faut que je change un équipement au niveau du SI industriel, etc. Et ces données, on va dire, on peut utiliser les data historians pour le faire, mais néanmoins, aujourd'hui, la puissance de calcul qu'on peut avoir dans le cloud permet vraiment d'optimiser et, on va dire, d'atteindre cet objectif. Le deuxième point, et bon, ça c'est quelque chose qu'on commence à voir apparaître, je pense que c'est l'effet Covid. Dans les recrutements maintenant, même au niveau des SI industriels, les opérateurs demandent s'ils peuvent faire du télétravail. Et ça, c'est quelque chose, on va dire, qui est quelque part forcé, et forcé par ce qui est arrivé au niveau du Covid, en tout cas par le Covid, et pour lesquels il va falloir répondre, parce que sinon, on va avoir des problèmes de recrutement et on va avoir des problèmes aussi pour retenir nos talents. Et ça, c'est un vrai sujet qui nous pointe le bout du nez dans les années à venir. Et justement, comme vous dites, on voit bien ces évolutions en termes de besoins RH, en termes de SI, en termes de puissance de calcul, en termes de zones distribuées. Le SI d'avant n'est plus du tout le SI totalement cloisonné, mais maintenant c'est du SI, la puissance de calcul qu'on a besoin pour faire de la décision analytics. Et donc on comprend que la cybersécurité doit aussi s'adapter à ce sujet. On n'est pas là pour freiner le métier, on est là pour l'accompagner. Est-ce que vous, déjà, vous avez vu une évolution dans la cybersécurité industrielle? Parce qu'on en parle honnêtement depuis pas mal de temps. Je pense que ici, ce sujet de cyber, depuis Stuxnet, c'est un sujet qu'on entend quand même pas mal parler. Est-ce que, par exemple, Nicolas, est-ce que toi, depuis quelques années, tu vois une évolution, une prise en conscience du sujet? Est-ce que tu vois qu'on a franchi des étapes ou finalement on va déprimer en sortant de la salle et on va se rendre compte que ça n'a pas beaucoup bougé? Alors, les évolutions sont incontestables. Je ne sais pas si ça nous empêchera de déprimer, mais en tout cas, moi je vois grosso modo deux grandes évolutions. Il y en a une première qu'on peut constater ici, qu'on a tous probablement vu, c'est qu'il y a une grande richesse de solutions technologiques qui ciblent spécifiquement l'OT ou qui en tout cas ont intégré la problématique OT dans la problématique générale. On le voit avec évidemment toutes les sondes qui servent à détecter de l'hostilité dans les environnements OT et qui parlent ces protocoles spécifiques
propre à l'outil. On le voit également dans la façon qu'on va détecter une éventuelle compromission. Donc voilà, il y a un outillage qui est très à la pointe, qui couvre cette partie-là. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a 10 ans, il y avait des gens qui disaient la cybersécurité industrielle, c'est juste un effet de mode, dans 2 ans, on n'en parlera plus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. Et je pense qu'on en parlera encore dans 10 ans, si pas plus. L'autre évolution que je constate, elle est sur la prise de conscience de la nécessité de mobiliser de l'énergie dessus. Et donc, quand on essaye de dérouler des plans d'action pour remédier les problématiques qu'on trouve dans les usines, on commence à avoir des gens en face, que ce soit des gens pour financer ou des gens pour faire. En revanche, l'évidence, quand on a un gros volume d'usines, c'est qu'on n'a pas assez de gens pour faire. Quand on commence à avoir des dizaines, voire des centaines d'usines, trouver assez de sachants pour faire le travail dans chacune de ces usines, ça devient un enjeu majeur de mon point de vue. Et la réglementation, enfin Frédéric Orion, la réglementation, est-ce qu'elle commence aussi à vous aider pour justement appuyer le sujet de cybersécurité industrielle, ou finalement on est à peu près... Alors, je vais donner 2 exemples. L'exemple que j'ai eu moi au sein de Framatome, où on n'a pas forcément une réglementation par rapport à ce monde-là, mais où il y avait une vraie prise de conscience pour le coup au niveau de l'Exco et qui a fait redescendre, on va dire, l'initiative au niveau de toutes les usines. Donc il y a eu un gros effort qui a été fait et une grosse amélioration. Aujourd'hui, j'ai l'autre pendant au côté IDEMIA où on est très régulé ou plutôt soumis à la réglementation du type, par exemple, PCI-CP pour tout ce qui est production de cartes bancaires. Et on doit respecter ce cadre-là. Donc, ça amène quelque part, ça fait partie du business. Si on n'est pas certifié, on arrête l'usine, on arrête les contrats. Donc, il y a un impact direct pour l'entreprise. Donc, ce qui fait que, je vais dire en termes de cyber, on doit s'aligner et on n'a pas notre mot à dire. Donc, ça, c'est business et ça descend par le business. Par contre, juste un effet collatéral que l'on voit, c'est que la réglementation va nous faire focaliser sur un point particulier, sur un point précis, notamment, dans notre cas, ça peut être la protection, on va dire, des données clients des banques. Et donc, il y a un gros focus qui est fait dessus, mais par contre, si on prend un peu plus de hauteur et puis on essaie d'avoir une vision holistique du risque cyber, on voit qu'il y a des interdépendances avec quelques systèmes qui gravitent autour et pour lesquels le focus n'a pas forcément été fait. Et donc là, on va dire, c'est un gain en maturité lorsqu'on explique au métier qu'il faut aussi regarder ces aspects-là parce que ça a un arrêt, en tout cas ça a des conséquences directes sur la production. Pour compléter, si je peux me permettre, je pense malheureusement, on pourrait faire un rapide sondage dans la salle, je pense malheureusement que la réglementation, elle va aider ceux qui sont soumis à des contraintes bancaires, ceux qui sont soumis à des contraintes métiers particulières. LPM aussi. Voilà. Ceux qui sont soumis effectivement à la LPM, on peut citer aussi les OSE. Et je pense que si on faisait un sondage, qui dans la salle n'est soumis à aucune réglementation particulière en matière de cybersécurité? Alors personne ne va lever la main juste pour m'embêter, ou je vais en avoir 2. La réalité, c'est que l'énorme majorité des entreprises en France, et même dans les grands groupes, ne sont soumis à aucune réglementation particulière en matière de cyber. Donc c'est un levier qui est très puissant dans les sociétés qui sont soumises, mais c'est un levier qui est dépourvu de tout effet ailleurs. Sans compter bien sûr aussi le sujet des fournisseurs et sous-traitants qui ont encore moins d'obligations, c'est sûr. Tout à fait. On va rentrer un peu dans la vis de 14, comme j'aime le dire, un peu sur le fond technique. Aujourd'hui, on voit quand même pas mal d'évolutions métiers. On a parlé notamment la partie cloud, la partie mobilité. Il y a des sujets aujourd'hui, par exemple, on va prendre un cas très concret, la maintenance à distance. C'est un sujet aujourd'hui que je pense que tout industriel connaît. Aujourd'hui, concrètement, je pense qu'on est tous assez d'accord qu'on ne peut pas dire non obligatoire parce qu'on a des obligations, des fois contractuelles. La question, voilà, c'est comment on arrive à trouver des solutions avec du SI qui s'ouvre de plus en plus, avec, on a parlé de cloud, avec de puissance de calcul, on a besoin de sortir de données vers l'extérieur, avec de la mobilité, ou quand on fait des tournées, par exemple, maintenant on a de plus en plus de tournées sur de la 4G, parce qu'on sort de l'usine, etc. Comment on arrive à avancer ça? Voilà. La question, c'est comment aujourd'hui, techniquement, comment on évolue justement sur ces solutions un peu
très spécifique je pensais à maintenance industrielle parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde et voilà. Est-ce qu'on peut pas dire non, donc voilà, on accompagne, on exige contractuellement, enfin comment vous avez, quelles pistes que vous avez de votre côté? En fin de compte, tout va dépendre de la maturité des systèmes. Si on se base sur des systèmes qui sont en cours de construction, on peut exiger un certain nombre de choix au moment de la contractualisation avec tel ou tel fournisseur. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même pas mal la majorité de nos usines sont déjà construites et donc les systèmes sont déjà existants et en fonction en effet des sous-traitants, des mainteneurs, ils peuvent avoir leur propre système et donc ils veulent utiliser leur propre système. Donc il va falloir qu'on propose une solution qui soit transparente pour eux et on drive les connexions vers l'extérieur, ou qu'on trouve une solution en travaillant avec ce partenaire pour qu'il puisse accéder facilement au système, mais sans détériorer évidemment la cybersécurité. C'est un enjeu particulièrement prégnant parce que finalement la maintenance à distance, c'est la réponse des fournisseurs pour réagir dans des délais contraints alors qu'ils sont éventuellement à l'autre bout du monde. Si on leur demande un engagement de réactivité court et qu'ils ont l'opportunité de se cacher derrière un problème d'accès à distance parce que ce n'est pas leur solution qui a été retenue, ils vont s'engouffrer dedans. Donc c'est fondamental que ce point-là il soit pris en amont, qu'il soit pris avec les gens du métier pour que la contractualisation ne soit pas mise en péril par le fait qu'on va choisir plutôt notre solution d'accès parce que celle-là, a priori, on la contrôle et on a envie de la privilégier, alors qu'eux ont plutôt intérêt à utiliser leur solution d'accès parce qu'ils la contrôlent, parce qu'ils sont capables de la déployer sur l'ensemble de leurs équipes techniques, voilà, parce que c'est leur standard et qu'ils sont beaucoup plus à l'aise pour prendre un engagement de garantie de temps de rétablissement, par exemple, s'ils utilisent leur propre solution. Voilà. C'est un point à ne pas du tout négliger et à traiter en amont dans une phase de contractualisation. Comme tu le disais à l'instant, si on arrive après la bataille, c'est sûr qu'on a perdu. Orion, sur ce sujet, même le parti Cloud OT aussi, qu'on voit aussi pas mal émerger, etc. C'est quoi, par exemple, la démarche que tu as eue ou que tu as aujourd'hui sur ces sujets? Alors, je veux juste apporter un brin d'optimisme par rapport à ce qui a été dit précédemment. Vous êtes complémentaires, c'est parfait. Les systèmes industriels, hein, c'est quand même, à 80%, ça reste de l'informatique classique. Donc, il y a des solutions aujourd'hui qui existent. La réponse technologique est là. Effectivement, il y a des barrières et qui sont liées éventuellement à des barrières contractuelles, etc. Mais aujourd'hui, il y a du PAM qui peut répondre à ces notions de remote access. Pour donner juste une autre solution sur la partie mobilité, tu parlais de 4G, 5G. Aujourd'hui, même vos fameuses douchettes, que ce soit Zebra ou autre, c'est de l'Android et donc vous pouvez le coupler avec le relais au niveau de votre MDM et le sécuriser via le MDM. Donc, il y a des réponses technologiques aujourd'hui qui nous permettent de fournir une réponse finalement à nos métiers, de les aider à avancer sur ces sujets-là. Alors, la partie cloud, on va dire le principal use case auquel j'ai été confronté, c'est principalement de l'analytics. Où on va avoir des capteurs qui ne sont pas forcément connectés au SI industriel. Ce sont des capteurs 4G, 5G. Bon, pour le coup, là, le MDM, ça ne marche pas. Mais qui sont des capteurs qu'on vient plugger sur les outils industriels qui vont, par exemple, mesurer les vibrations, etc. et qui vont permettre de ce que je parlais tout à l'heure de maintenance prédictive. Et donc, ça va permettre de mettre en place ce type d'opération pour le métier. Donc voilà, c'est le principal use case que j'ai vu aujourd'hui. Après, je n'ai pas vu, en tout cas, je n'ai pas été confronté à un use case où l'opérateur connecté à un cloud agit directement sur nos usines. Donc, mais bon, ça viendra, je pense, dans les années à venir. Ce que je vois aussi le temps, et le temps passe rapidement, si on veut laisser des questions pour tout le monde. La partie, donc on a parlé un peu de technique sur le sujet. D'un point de vue méthodologique, aujourd'hui, et c'est un point qui est important, on ne fait pas de la cyber tout seul, on fait de la cyber avec le métier.
comment justement dans vos entreprises ou dans les groupes de travail que vous avez chacun, vous arrivez à travailler sur l'accompagnement du métier durant cette transformation. Il y a aussi un sujet aujourd'hui, étant un peu parlé Nicolas, de talent. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas assez. Et si je vois qu'il y a des étudiants qui sont là d'EPITA, je leur disais tout à l'heure, et s'il y a un sujet à quoi aller, faut aller sur l'outil, il y a du boulot. Mais voilà, c'est comment on accompagne le métier, comment on se fait accompagner, comment on arrive à avancer tous ensemble sur le sujet. Frédéric? Alors, en fin de compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours plein de bonnes intentions, mais si on n'arrive pas à avoir des gens, on ne va pas faire grand-chose. Et on a des outils qu'on n'avait pas forcément d'ailleurs il y a si longtemps. Donc ça, c'est clair. Des process, ça, on peut en établir facilement. Mais si on n'a pas les bonnes personnes, on reste sur le quai, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, je dirais, à transgresser quelques barrières, c'est-à-dire à y chercher les compétences de personnes qui n'avaient pas pensé cybersécurité. Donc je pense par exemple des automaticiens qui sont plutôt sur la programmation conventionnelle. Il n'y a pas forcément de besoin d'être ingénieur ou 5 étoiles dans un domaine. Moi, je suis plutôt sur une approche d'envie. C'est-à-dire que la personne, si à partir du moment où elle a envie d'aller dans ce domaine-là, eh bien, on a déjà fait la moitié du chemin. Et alors, je travaille dans un autre groupe de travail au sein du Clusif, justement sur l'inclusion des talents. Et donc ça, c'est un livrable. Alors, je vous invite à partir de janvier ou février, deuxième pub, désolé. Vas-y, c'est fait pour ça. Mais c'est très intéressant. Et donc là, on a travaillé donc avec le campus cyber à ce niveau-là et l'ANSSI pour définir, en fin de compte, une matrice recensant à peu près les différents métiers et le niveau de compétences nécessaires pour chaque métier. Et ça, alors, ça peut être utile pour du recrutement, mais l'idée, c'est surtout quelqu'un qui voudrait évoluer, par exemple, peut s'auto-évaluer en disant, alors évidemment, il ne va pas regarder le métier, mais il va dire, est-ce que je suis plutôt bon organisationnellement, est-ce que je suis bon dans le projet, est-ce que je suis bon dans la crypto, etc., etc. Et donc, on fait une évaluation comme ça de 0 à 4. Et puis, à la fin, on regarde, on compare par rapport aux différents métiers, et puis on dit, tiens, là, tel métier, en fin de compte, l'effort est moindre, je corresponds à 70% du job, et grâce à une formation complémentaire, eh bien, je peux atteindre le niveau. Et puis, d'autres pistes qui ont été évoquées, c'est typiquement, au niveau, tu parlais d'EPITA, mais bon, toutes les écoles d'ingénieurs, et même non-ingénieurs, DUT, BTS, ça marche très bien. Tout dépend après de ce que l'on confie. Mais il faut, en effet, aller dans ces écoles-là et puis expliquer la cybersécurité. Je prends mon cas, tout simplement. Il y a 7 ans, j'y connaissais rien en cybersécurité. Moi, je venais plutôt du domaine de l'automatisme, de l'ingénierie. Je construisais des usines, des systèmes de traitement d'eau, etc. Et puis, en fin de compte, lié à la LPM Nice, on est venu me chercher en disant ce serait bien de t'occuper de la cybersécurité et de l'informatique industrielle. Et voilà, donc si je prends juste mon cas, en fin de compte, à partir du moment où on a envie, eh bien, je crois qu'on est capable de déplacer quelques montagnes. Nicolas ? Pour compléter, on a évidemment besoin de gens qui font de la cybersécurité, mais on a aussi besoin de gens qui font de l'informatique industrielle. C'est comme si on disait, aujourd'hui dans l'IT, le RSSI détecte qu'il manque des patchs. C'est bien les gens de la prod qui passent les patchs, c'est pas le RSSI. Les gens de la prod, ils n'ont pas forcément besoin d'être particulièrement sensibilisés à la cybersécurité. En revanche, ils ont besoin de savoir passer des patchs. Et a priori, ils savent le faire. Et c'est exactement pareil dans l'outil. Et le mec qui passe les patchs dans l'outil, enfin, il passe pas beaucoup de patchs, mais c'est l'automaticien. Et donc, on peut même aller chercher, et il faut absolument aller chercher les automaticiens pour faire des actions de cybersécurité, mais qui sont en fait leurs actions normales. Ils vont
légèrement modifier le programme, ils vont faire une mise à jour d'un firmware, ils vont faire des actions qui sont des actions qui relèvent de leur zone de compétence. Et si on est malin, en discutant avec eux, on crée l'appétence pour aller de plus en plus sur la cybersécurité. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'il faut à tout prix que dans les entreprises, on arrête la fuite des automaticiens. Moi, j'ai vu, dans la période où j'étais chez Veolia, les effectifs d'automaticiens être divisés par 2, voire par 3. Je ne sais pas si tu peux confirmer la même tendance chez Suez, mais en fait, je crois connaître la réponse. Et cette tendance-là doit s'arrêter. Il faut qu'on torde le cou à l'idée que les systèmes industriels peuvent fonctionner sans automaticiens. Au Before des assises, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il faudrait faire des assises des automaticiens pour pouvoir aussi échanger, etc. Mais oui, on voit que le talent est extrêmement important et nécessaire. Mais d'un point de vue justement métier, accompagnement et notamment la partie innovation, security by design, etc. Orion, justement, pour toi, c'est quoi la méthode qu'il faut justement avancer pour accompagner le projet vraiment et être là à tout moment de la transformation numérique, le Shadow IT, ces choses-là qui émergent de partout, on les connaît, on parle toujours de Shadow IT, maintenant il y a des Shadow IT, on voit de l'IoT qui pop sur des équipements industriels, de certains fournisseurs qui sont ici en plus, je connais bien. Mais voilà, donc concrètement, je ne donnerai pas de nom, mais voilà. Mais concrètement, voilà, c'est comment, Orion, pour toi, on peut accompagner, être là, et pas freiner, mais travailler avec. Alors, bon, Security by Design, je n'ai pas besoin de revenir sur ça, je pense que tout le monde connaît et personne ne remettra en question la démarche. Je vais juste focaliser sur un élément important, en tout cas qui me semble important à mes yeux, c'est on doit être vraiment dans l'anticipation. Je m'explique, le métier, ils se font appeler par Microsoft, ils vont leur vendre mondes et merveilles. Ah oui, avec ma future solution, vous allez pouvoir mettre en place du Smart Factory, etc. Et je trouve qu'on devrait être en anticipation et aller voir Microsoft et anticiper, poser des questions. C'est quoi vos innovations futures sur du Smart Factory? Pourquoi? Parce qu'au moment où le métier va venir vous voir, ça sera déjà clair dans votre tête comment vous allez l'accompagner. Et ça, c'est un élément qui n'est pas assez pris en compte. On dit, OK, Security by Design, dès le départ, OK, à la conception du projet, mais il a déjà choisi sa solution, donc on est déjà au pied du mur. Donc si on est en anticipation, ça permet derrière d'être beaucoup plus pertinent, voire même d'être innovant vis-à-vis de nos métiers en étant force de proposition. Et ça, c'est quelque chose, je pense, un mindset qu'il faut que l'on ait, qu'on arrête d'être centré sur la cyber, pure cyber, mais qu'on sorte et qu'on soit aussi dans l'innovation. Qu'est-ce qui se fait autour de nous et qui va nous impacter? Et ça fonctionne aussi avec des fournisseurs industriels. Tu as donné Microsoft, mais c'est pareil pour des gros fournisseurs qu'on a chacun dans notre société. Voilà, c'est un traumatisme. C'est ça. Une cicatrice. Oui, une cicatrice. Tu es là pour parler avec nous, t'inquiète pas. Nicolas, ici, ton avis justement sur l'innovation, sur comment on accompagne, en fait, comment on est là, un peu de méthodologie, entre guillemets, comment on peut aider à être au plus tôt à être présent, comment on peut justement accompagner sans freiner, et pas l'empêcher de tourner en rond et pouvoir manger avec des gens à la cantine. Je dirais, on n'a pas le choix. Hein. Je vais paraphraser ce qui vient d'être dit. Il faut absolument être présent dans l'amont et dans l'innovation. On ne peut arriver à exister que si on participe au projet, voire que parfois on est à l'initiative d'un projet ou qu'on est la solution à un besoin. J'évoquais tout à l'heure la nécessité d'aller capter de la donnée au plus près du système d'information et éventuellement d'être capable de redescendre de la consigne venant d'un système expert dans le cloud au profit d'un système industriel. Eh bien, quand on est capable de mobiliser les équipes autour de la construction de la passerelle qui va faire la communication entre les deux, en disant pas seulement je suis celui qui va amener des contraintes sur cette passerelle, mais en étant celui qui peut participer activement à la conception de cette passerelle pour qu'elle soit dès le départ bien conçue, là on crée de la valeur, on devient celui qui a contribué à standardiser la remontée et la redescente d'informations entre l'IT et l'OT. Alors ça nécessite que les RSSI soient en capacité d'aller sur des sujets techniques. On n'a pas tous un profil technique, et heureusement, il y a une grande richesse dans cette diversité. Mais quand vous avez capacité à aller au-delà de la stricte cybersécurité, ça rejoint ce que tu disais à l'instant, on peut créer cette valeur. Voilà, être dans les projets, pas forcément dans des projets métiers, mais être dans des projets
qui montre qu'on apporte autre chose que de la cyber. Parce que généralement, si on apporte que de la cyber, en fait, c'est plutôt qu'on enlève qu'on apporte. Un dernier point, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour évoquer tout ce qu'on voudrait, mais venez dans les labs, on discute de tout ça. Tu vois, une pub encore. On se rend compte, en fait, on a plein de sujets qui arrivent en fait de partout. La question maintenant, c'est un peu comment on arrive à prioriser tous ces sujets. On a parlé d'émergence métier, on a des sujets aujourd'hui qui popent de partout. Toi, Frédéric, par exemple, chez Suez, est-ce que vous avez une démarche que vous faites justement pour essayer d'avoir une sorte de maîtrise et de pouvoir prioriser en termes de risque ou en termes de voilà, comment ça marche? Alors, en effet, jusqu'à présent, on faisait beaucoup analyse de risque. Alors, les analyses de risque, c'est vrai que c'était plutôt préconisé par l'ANSSI, on commence toujours par des analyses de risque, sauf que, voilà, un beau document du Césin qui, en fin de compte, tord un peu aussi cet esprit. C'est que. C'est pas notre genre. En fin de compte, oui, il faut faire une analyse de risque, mais en fin de compte, une analyse de risque métier. Et souvent, on oublie ça, c'est que c'est une analyse d'impact. On perd un système de contrôle-commande. Qu'est-ce qui se passe au niveau du système de l'usine? Après, évidemment, on pourra descendre plus loin au niveau de la cyber, mais chez Suez, pour le coup, on regarde déjà quel est l'impact au niveau de l'usine. Une fois qu'on a passé cette première étape, là, on rentre dans une approche dite de conformité. C'est-à-dire que c'est ce que dit un peu le EBIOS, si vous avez trompé un peu dans cette méthode-là, c'est qu'au début, la première étape, on dit on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, il faut faire déjà ce qui doit être fait. Donc c'est une approche un peu pragmatique. Il faut mettre des firewalls, on n'a pas besoin de faire une analyse de risque pour savoir s'il faut mettre des firewalls, des antivirus ou de l'EDR. Enfin bon. Donc pour le coup, voilà, Suez, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une approche donc on a établi notre référentiel et puis maintenant on déroule la sécurisation des usines en mettant en conformité donc notre outil, notre système d'information par rapport à ce référentiel. Alors évidemment, on a beaucoup de sites et donc on ne peut pas démarrer tous les sites en même temps. Donc là, en effet, il va falloir prioriser. Et alors comment on priorise? Évidemment, on va prioriser plutôt la grosse usine qui alimente 5 millions d'habitants en eau potable par rapport au petit château d'eau où il y a 200 personnes. Le panel de points à rajouter en moins d'une minute? Moi, j'ai un deuxième critère de priorisation. Si vous trouvez des gens dans les usines qui ont envie, le patron de l'usine, s'il a envie, allez-y. Faut choisir ses combats. Quand on a des dizaines ou des centaines d'usines, on n'arrivera pas à les sécuriser toutes. Donc, si vous faites quelques amis, là, vous produirez un effet et ça fera toujours une usine sécurisée. Donc, voilà, chaque ami dans les patrons d'usine, c'est une future usine sécurisée. On a un travail de présence sur le terrain pour se faire des amis, expliquer, justifier pourquoi tout ça, ça a du sens. On n'arrivera pas à convaincre tout le monde, mais j'ai quelques succès de gens qui étaient totalement opposés à ça. Et une fois qu'on a empêché un château d'eau de se remplir, ils comprennent que ça a peut-être du sens. Orion, dernier point peut-être sur ce sujet ou... Alors, juste un dernier point, donc, par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que il est bien en centrale de pouvoir proposer des services au SI, en tout cas sur ces périmètres-là, et aux personnes que notamment on fait nommer correspondants SI industriels, etc. Parce que ces personnes-là, elles viennent du métier, elles n'ont pas forcément le vernis cyber. On n'a pas forcément les étudiants des PITA, etc. Donc, bon, tu vois. Donc, il faut, ce qui est bien, ce que j'ai vu fonctionner, alors ça prend du temps, on est sur des temps longs, mais le fait de leur apporter de la matière, de leur pré-mâcher le travail, va faciliter derrière le déploiement et va faciliter l'onboarding de ces personnes dans votre organisation. Et ça, pour moi, c'est clé parce qu'on a souvent tendance à oublier. On fait juste, okay, je vais contrôler tel périmètre, etc. Ok, on peut les contrôler, mais il faut que nous, on fasse notre part pour les aider dans leur quotidien. Et c'est comme ça que vous allez réussir à les embarquer. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire en sorte que votre politique se déploie. Alors, ça ne sera pas simple, on est d'accord, mais néanmoins, vous allez avoir un vrai porte-parole sur site.
Très bien, merci beaucoup pour ces échanges. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Juste présentez-vous, nom, société, et puis voilà. Oui, au fond. Le micro. Euh, micro ou la voix qui porte? Ok, merci. On travaille avec des industriels, on n'est pas industriel, mais on a des systèmes industriels, des automates. On entend beaucoup parler de la santé en ce moment, pas pour les bons côtés, mais sur ce qui se passe. Moi aujourd'hui, ma question, c'est pas comment la cybersécurité doit s'adapter, c'est pourquoi l'industriel ne s'adapte pas à la sécurité. Eux, ils arrivent en mode on a un marquage chez eux, vous ne pouvez rien faire sur nos équipements. Vous parliez tout à l'heure d'industriels, certains qui sont là, j'ai déjà échangé avec eux. Moi, je peux les citer, Schneider Electric, General Electric et Philips, avec qui on travaille beaucoup dans le domaine de la santé. On a des gros problèmes de sécurité parce qu'ils nous sortent des équipements qui sont complètement pourris. Je dis les choses telles qu'elles sont. On ne fait pas beaucoup d'autres. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'analytiques en fait, parce que ça, chez nous, c'est maîtrisé. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faudrait retourner la question de pourquoi les industriels ne s'adaptent pas aux réglementations. Moi, je suis OSE, j'ai le droit de le dire. Vous parlez de LPM, donc vous êtes un cran dessus. Voilà, c'est encore autre chose. Pourquoi ils ne s'adaptent pas à nos réglementations? Pourquoi ils ne veulent pas? Ils ne sont pas français, ils sont européens, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour contraindre l'industriel à respecter nos critères? Vous parlez de télémaintenance tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec vous. Ils ont 500 000 clients, donc potentiellement ils ont 500 000 potentiels. Ils ne veulent pas se connecter parce qu'on maîtrise, ils maîtrisent, c'est un bordel sans nom. Mais on arrive à faire piloter. Mais enfin voilà, comment on va contraindre l'industriel? C'est un gros problème. On a eu les mêmes discussions en colloque avec la santé il y a un an. Moi, ma question c'est ça, comment vous, en tant qu'industriel, vous allez venir vous adapter à nos contraintes? Alors malheureusement, vous ne travaillez pas avec les Hydro ou Suez, mais comment demain, un Schneider, un Général, un Philips, on va réussir d'un point de vue en France, ou même vous, quand vous échangez avec eux, au niveau européen, au-delà du marquage chimique sur lequel on ne peut rien faire, comment on va les contraindre à nos contraintes? Alors, je peux essayer de répondre. On n'a pas de réponse universelle. Déjà, désolé pour la mauvaise nouvelle, mais je pense que vous le saviez déjà. Les initiatives qui peuvent exister déjà, c'est d'essayer de peser plus lourd en se regroupant de façon sectorielle. Je me souviens à l'époque de travaux conjoints entre Veolia, Suez et un troisième acteur, où on avait fabriqué une liste au Père Noël des fonctionnalités qu'on voudrait voir dans un automate pour pouvoir faire de la cybersécurité. Malheureusement, il n'y a pas de réglementation mondiale en matière de cybersécurité, donc ils peuvent tous se cacher derrière le fait qu'ils respectent la réglementation des quelques pays où ils ont la majorité de leurs clients, et puis nous, petits Français, ils n'ont rien à faire. En revanche, si on se ligue, parce que je n'ai pas d'autre mot, à l'échelle d'un secteur, alors je ne sais pas si tous les hôpitaux de France peuvent se liguer pour dire on va écrire une norme en disant nous on veut des équipements de ce type-là et ce sera écrit dans tous les cahiers des charges qui vont sortir pour les 10 prochaines années, donc c'est ça ou rien. Si vous arrivez à peser au niveau d'un secteur, vous commencerez à produire un effet. En revanche, tout seul, à votre niveau, en vous cachant hypothétiquement derrière une réglementation européenne, face à des gens qui vendent à tous les pays du monde et qui font la moitié de leur chiffre d'affaires aux États-Unis ou en Asie et qui n'en ont rien à faire de la France en termes de chiffre d'affaires, effectivement, vous n'avez aucune chance. Donc je pense que la solution, c'est de se liguer. Par secteur, voire au-delà d'un secteur si ça a du sens, mais je pense que le type de matériel que vous achetez n'a rien à voir avec les pompes qu'on peut acheter dans l'eau voilà. Donc l'approche sectorielle paraît la bonne. Alors quand même, pour avoir une petite note d'optimisme, dans le groupe de travail dont on parle depuis tout à l'heure du CESIN, on a des passerelles qui sont en train de se construire avec le Gimelec, qui est donc un groupement d'industriels qui, eux, fabriquent des équipements industriels, pour faire enfin converger le besoin des offreurs, eux, et le besoin des utilisateurs de ces solutions, nous. J'espère que ce genre d'initiative va faire un petit peu avancer, montrer que si on a des gens aussi divers que tout ce qu'on peut avoir dans notre groupe de travail qui pèsent ensemble là-dessus et qui parlent d'une seule voix en disant « notre besoin, c'est d'avoir ce niveau de cybersécurité », ça bougera peut-être. Maintenant, c'est un chantier de long terme. Oui. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît.
que la partie legacy et ils sont faits. Mais tous les équipements aujourd'hui, il y a quelque temps de ça, un équipement, il y en avait très peu qui supportaient un ping. Aujourd'hui, supportent tout. On parlait de remote access. Moi, j'ai une problématique justement de remote access sur lequel je suis en train de travailler. Il y a des équipements qui supportent le remote access aujourd'hui. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. On est en train de tester. Donc, les solutions existent. Ce n'est pas que les éléments n'existent pas. À un certain moment, si dans le jeu de négociation, il n'y a pas une cohérence dans ce qu'on veut faire entre ceux qui définissent les règles de protection et ceux qui les appliquent, donc les industriels qui sont chez vous, si tous les deux déjà vous parlent le même discours, vous trouverez ce qu'il faut pour sécuriser. De mon point de vue. Aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. Après, il faut gérer les négociations. Il faut se regrouper aussi. Ils sont aussi dans les têtes des gens. D'autres questions? Oui. François Kaiser, RSSI du groupe Bonanoir, une grosse filiale logistique dans le textile. Je suis étonné qu'on n'ait pas beaucoup plus parlé de protection, mais du défaut de protection On n'a pas eu le temps. sur les outils. Mais la partie détection, pour moi, Ouais. il faut pouvoir protéger la partie détection est fondamentale. Il y a des gens aussi à pouvoir faire des trucs, mais il y a des solutions ici qui offrent une réponse à cette problématique de détection, justement sur des systèmes anciens qui ne supportent pas les protocoles modernes. On a des choses qui existent et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez de ces solutions de détection. Qui va répondre? Frédéric? Aurélien? Je vais juste donner, j'ai eu cet échange avec un collègue qui est au fond de la salle, juste derrière toi, autour de la supervision de sécurité justement de ces environnements. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 80% d'IT dans ces environnements. C'est aussi des postes de travail Windows, etc. etc. Parfois, il y a de l'Active Directory. À certains endroits, il y a des firewalls, etc. Des serveurs? Des serveurs, il y a tout ça. Bon. Avant de penser à ces sondes, ça c'est mon avis. Déjà, si on prend cette partie-là et on fait le travail pour les mettre sous supervision, je pense que vous allez déjà commencer à acquérir de la visibilité. D'accord ? Et le déploiement de ces sondes, en tout cas qui sont vraiment industrielles, pour moi, c'est en termes de maturité le cran d'après qu'on va directement sur le bus terrain, qui maintenant commence à être de plus en plus connecté, et qui va permettre derrière, effectivement, de compléter dans les endroits où il y a vraiment un enjeu cyber, parce qu'elles ont un certain prix. Donc, voilà, dans ces endroits-là, effectivement, de les déployer. Mais n'oublions pas, avant de penser à ça, que la supervision, que ces environnements, c'est de l'IT, et qu'aujourd'hui, on sait superviser de l'IT. Donc, dans la réflexion, c'est peut-être initier la supervision à ce niveau-là, et puis ensuite aller un cran plus loin. Nicolas, tu veux préciser un truc? Je partage ce qui vient d'être dit, et j'ajouterais que si vous avez atteint la maturité pour commencer à déployer ce genre de sonde, ne sous-estimez pas la difficulté de l'aspect réseau. Les réseaux dans les usines sont généralement assez différents de ce qu'on peut avoir en IT. En IT, on va avoir un cœur de réseau et puis des switches satellites. En OT, on va plutôt avoir des boucles dites auto-cicatrisantes, on va avoir 2 boucles, etc. Et la difficulté qu'on a avec les sondes, c'est de la positionner à un endroit intelligent pour qu'elle capte effectivement le trafic. On peut parfois brancher une sonde à un endroit et s'apercevoir qu'on est pile à l'endroit où la boucle est coupée, parce que si elle n'est pas coupée, ça ne marche pas. Et donc, on capte rien ou on capte 5% du trafic. Donc, c'est un point d'attention particulier et sans privilégier aucun acteur du marché, je vous invite à regarder cet aspect-là et il commence à y avoir des gens qui sont conscients de cette problématique et qui sont capables de dire « je vous vends des petits capteurs très légers qui vont aller avoir la capillarité pour être présent à plein d'endroits dans le réseau, et puis la sonde, elle est à un endroit dans l'usine et elle reçoit le flux depuis ces capteurs. C'est, à mon avis, la seule approche qui peut fonctionner, et ce serait encore plus vrai dans un grand réseau. Veolia, c'était 15 000 châteaux d'eau télégérés. On peut commencer à parler d'un grand réseau étendu. Quand on a ce genre d'architecture, il est évident qu'on ne peut pas aller mettre une sonde au prix qu'elle coûte à chaque endroit où on voudrait capter de l'information. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger dans vos réflexions. Si vous avez atteint la maturité pour commencer à aller à cet endroit-là, faites attention à
au modèle économique de la sonde, parce que vous allez probablement avoir besoin de beaucoup de points de captation. Une autre question. Il nous reste quelques minutes, mais... Oui. Faisant partie du GINEC, il y a le Cyber Resilience Act. Je ne sais pas combien de personnes ont eu l'occasion de parcourir, et qui va être relativement contraignant pour les industriels. Il n'est pas en application, mais d'ici 2 ans, il le sera. Et devrait justement régler ce sujet de manière top-down de la responsabilité fournisseur de technologie pour adresser le sujet des cyber avec des amendes européennes altées. D'autres questions? Non? Bon, parfait. On a tué le timing. Parfait. Merci. Et je profite juste de quelque chose, c'est qu'on n'a pas pu parler longtemps, parce qu'on a plein de sujets, on s'est beaucoup limité, hein, je vous préviens. Mais si vous voulez aller plus loin dans ces discussions, il y a vraiment des labs qui se montent au Césin, au Clusif. N'hésitez vraiment pas à participer, parce que c'est vraiment la communauté qui va faire émerger tout ça. Merci. Merci. Et les livrets sont disponibles sur le stand du Césin.